Berlin, le 13 février 1905. L'empereur et les princes d'Allemagne suivent solennellement le cercueil d'un peintre, Adolf Menzel. Si une garde étrange, costumée en grenadier du XVIIIe siècle, ferme le cortège, c'est pour rendre hommage à l'artiste qui les a souvent pris pour modèle. Nous sommes à la veille de la Première Guerre mondiale, en pleine période d'hostilité entre la France et l'Allemagne. En glorifiant Menzel, l'Allemagne oppose au monde artistique français, et en particulier aux impressionnistes, un peintre reconnu dans toute l'Europe. À travers ce deuil national, Berlin dit aussi adieu aux chroniqueurs de tout un siècle. Il faisait en sorte partie de la ville, cet homme au crâne énorme et au visage sarcastique. On le montrait aux étrangers comme une curiosité. Quand on apprit la mort de Menzel, on eut le sentiment que la porte de Brandebourg s'était écroulée. De taille minuscule, mesurant un peu plus d'1,40 m, Menzel souffrit toute sa vie de ce handicap physique. Couvert d'honneur de son vivant, anobli à la fin de sa vie, on le surnommait sa petite excellence. Alors que l'empereur réputé pour son hostilité à l'art moderne fait enterrer Menzel avec tous les honneurs, la Nationalgalerie, le plus grand musée de Berlin, présente pour la première fois au public l'œuvre de jeunesse du peintre, restée secrète pendant 40 ans. Cette exposition inscrit ainsi la peinture de Menzel dans l'histoire de l'art moderne. Le peintre a en effet mené parallèlement deux œuvres, l'une exposée, puisant principalement ses sujets dans la grande histoire, l'autre intime, profondément réaliste, peinture du quotidien, de son univers familier. Ces toiles de petite dimension sont signées et datées. Menzel les considère comme des œuvres à part entière, alimentant l'œuvre exposée, mais sans en faire réellement partie. En 1831, après la mort de son père, le jeune Menzel reprend l'atelier familial de lithographie. Il doit subvenir aux besoins de sa mère, de son frère et de sa sœur. Il n'a alors que 16 ans. En 1833, il fréquente quelques mois l'Académie de dessin de Berlin, déçu par l'enseignement très classique qu'il y reçoit. Il poursuit sa carrière en autodidacte. Il se fait vite remarquer par ses talents de dessinateur et de graveur et reçoit de nombreuses commandes. Ainsi, les tribulations de la vie d'un artiste de Goethe, où Menzel met en scène l'idée qu'il se fait du destin pitoyable d'un peintre. Toute sa vie, il sera lui-même obsédé par la reconnaissance sociale. En 1843, il a 28 ans. Menzel s'est rendu célèbre par les illustrations de l'histoire de Frédéric le Grand. Le roi lui passe alors sa première commande, 200 illustrations de l'œuvre littéraire de son ancêtre, ce même Frédéric le Grand, monarque très populaire du XVIIIe siècle.
Menzel y travaillera pendant 6 ans. Les gravures ne devaient pas dépasser 12 cm de largeur. L'artiste, sur la dernière de ses planches, dessine un petit génie enserré entre les 2 branches d'un compas avec l'inscription « 12 cm maximum, hic, hic salta, ici, ici je danse », autrement dit 12 cm de liberté. Malgré ses écrasantes commandes, Menzel commence dans les années 1840 son œuvre personnelle en représentant son entourage proche. Il partagera toute son existence avec sa sœur Émilie, dont il est l'aîné de 10 ans. Menzel est resté célibataire, on le dit solitaire. Il accorde une grande importance au cercle de famille. Sur ce tableau de 1847, le peintre a choisi de se représenter parmi les siens, de dos, au premier plan, insistant avec une certaine autodérision sur sa calvitie et sa taille minuscule. Son frère Richard, de 11 ans son cadet, que Menzel considère comme son fils depuis la mort de leurs parents et qu'il appelle « mon enfant », est l'un de ses modèles. Le tableau le plus émouvant de cette série est Émilie Menzel endormie. La jeune fille cache son visage dans un coussin, cette pose étrange masquant les traits du modèle, la construction en triangles emboîtés, le cadrage, l'angle de vue, sa facture enlevée font de cette œuvre de 1848 un tableau sans équivalent dans la peinture du temps. Sa sœur, qui nous avait déjà plus d'une fois appelés à table, se trouva finalement dans un éclairage intéressant, ce qui donna aussitôt prétexte à une étude, raconte un élève de Menzel. Ces intérieurs vides, véritables portraits des lieux de vie de Menzel et des siens, suggèrent une présence fantomatique par le mouvement léger des rideaux traversés par un courant d'air et par le jeu de la lumière sur la surface des murs. La chambre de l'artiste, 1847. La zone de la fenêtre ainsi que le miroir dans lequel on l'aperçoit en réflexion, le lit, crée 3 taches blanches qui animent l'espace. Le miroir et la fenêtre appellent le hors-champ. Derrière le secrétaire, une tache sombre et ovale. Certains historiens d'art la prirent pour un buste, mais il semble plutôt que ce soit Richard, le frère de Menzel. La petite surface blanche, verticale, située en contrebas de ce visage incliné, est une lettre que Richard lit à la lumière du jour. La silhouette du jeune homme est à peine esquissée et le décor de la chambre est traité à grands coups de brosse. En revanche, c'est le paysage extérieur que le peintre a précisé. Cette vue est celle que Menzel voyait chaque jour depuis la fenêtre de sa chambre. Les zones frontières où la ville prend peu à peu le pas sur la campagne font aussi partie du paysage familier du peintre. Ce sont des thèmes nouveaux, propres à ce siècle d'industrialisation dont il s'empare.
Menzel s'inscrit dans la tradition du tableau de paysage des peintres romantiques tels que Caspar David Friedrich ou Karl Schinkel. Avec la ligne de chemin de fer Berlin-Potsdam, Menzel tente de concilier le tableau de paysage et la modernité de ce nouveau mode de transport. C'est le premier tableau allemand représentant un train. Menzel dessine de la main gauche, peint des deux mains et plus volontiers de la droite. Obsédé par la représentation de son quotidien, il dessine tout ce qui tombe sous son regard. Sa peinture ne sort pas de la sphère confidentielle de quelques amis intimes et collectionneurs très privés. Il veut par ailleurs absolument devenir peintre d'histoire, genre reconnu comme le plus éminent à son époque. Je ne me suis jamais rendu la tâche facile, mais je ne me souviens pas de m'être imposé un tel travail. Des lueurs de chandelles de tous côtés et même d'en haut, écrit Adolphe Menzel. Le travail du rendu de la lumière préoccupe principalement le peintre. Le sujet est le support de cette recherche picturale. Frédéric II est dans le halo central de lumière. Les regards des musiciens, de Carl Philipp Emanuel Bach au clavecin et de la cour, sont tournés vers lui. Le point de vue du peintre est audacieux, car si l'on est tenté de classer cette œuvre parmi les tableaux d'histoire, on s'aperçoit rapidement que l'axe de vision adopté est celui d'un spectateur assistant au concert parmi quelques invités privilégiés. Ce parti pris discrètement anti-académique est inexistant jusqu'alors dans les tableaux d'histoire. Menzel adopte une peinture du genre historique, représentant la réalité telle qu'elle pouvait se dérouler du temps de Frédéric II. Ce principe est également utilisé dans Le théâtre du gymnase. Il ne s'agit plus d'une réalité historique reconstituée, comme dans les tableaux de Frédéric II, mais d'une scène à laquelle le peintre a assisté. L'instant théâtral représenté n'est pas le moment le plus important de la pièce, mais un fragment ordinaire de son déroulement. Le peintre se place, là aussi, parmi le public. Le théâtre du gymnase évoque par le thème et le cadrage le pastel Aux ambassadeurs de Degas, exécuté 20 ans plus tard. Le peintre français admirait d'ailleurs le travail de Menzel, dont il copia à sa manière une toile beaucoup plus tardive, Le souper au bal. La touche des deux peintres est radicalement différente. Menzel découvre Paris pour la première fois lors de l'exposition universelle de 1855. Il est stupéfait par la plus grande capitale d'Europe qu'il nomme la Babylone moderne. Il séjourne de nouveau à Paris 12 ans plus tard pour l'exposition universelle de 1867. Il expose Attaque nocturne à Horkirch.
De retour à Berlin, Menzel peint 2 toiles, un après-midi au Jardin des Tuileries et jour de semaine à Paris. Un après-midi au Jardin des Tuileries de Menzel a souvent été comparé avec La musique aux Tuileries de Manet. Le sujet est le même, mais on identifie nettement le style propre à chacun des artistes. Synthèse, simplification chez Manet, multiplication du détail chez Menzel. Le peintre allemand recompose un lieu fictif, utilisant une technique de collage de lieux. Il réalise ses tableaux en atelier à partir de croquis et de souvenirs personnels. C'est une composition imaginaire de l'espace représenté, une sorte de condensé de la réalité que le peintre réalise pour traduire les impressions nouvelles de son regard d'étranger sur la capitale française. Menzel poursuit également son travail sur le thème de Frédéric II. Dans mes affaires, écrit Menzel, j'ai une fois de plus pris un grand engagement pour une tâche, si Dieu veut bien que je m'en acquitte. C'est le discours du vieux Fritz adressé à ses soldats avant la bataille décisive de Leuthen. Il s'agit de peindre un effet moral. Le roi, qui pense acquérir cet immense tableau, 3 mètres par 4, demande des changements successifs. Le peintre n'a pas l'intention d'héroïser son sujet comme le souhaite le souverain. Frédéric II, dont on ne voit ici que l'esquisse, est figuré en 3/4 profil. Ses généraux lui sont supérieurs en taille et semblent l'écraser par leur présence massive. Tant de modifications dégoûtent Menzel de ce tableau. Il finira par crever les yeux et gratter les visages de certains personnages par dépit, comme pour se venger. Une photographie montre les derniers tracés à la craie dessinés par le peintre en vue des changements demandés par la cour. Ce tableau resta inachevé et Menzel le garda suspendu au mur de son atelier jusqu'à la fin de ses jours, comme pour signifier « plus jamais cela ». C'est le plus grand et le dernier tableau d'histoire que Menzel ait peint. Il se tourne désormais résolument vers la représentation du monde qui l'entoure. Débarrassé de la commande à partir des années 1860, Menzel s'intéresse à l'homme du peuple, à l'ouvrier. Il valorise ces héros des temps modernes par la façon respectueuse dont il représente le prolétariat naissant. Il s'identifie aux travailleurs à cause de ses origines sociales et de son occupation incessante. Il peint et dessine 12 heures par jour jusqu'à la fin de sa vie. C'est en Silésie, à Königshütte, que je fis ces études. Je courais constamment le risque d'être, pour ainsi dire, laminé moi-même. Pendant des semaines, du matin au soir, je me suis tenu debout entre ces énormes volants, les bandes transporteuses et la fonte, et je fis des croquis. En 1878, La Forge constitue un point de jonction entre l'œuvre officielle, exposée, et l'œuvre plus personnelle de Menzel. La National Gallery achète le tableau avant même sa finition. Le directeur du musée le rebaptise « Les Cyclopes modernes ». Menzel accepte ce nouveau titre, référence à la peinture historique et mythologique.
Le thème et la touche en éclat font de ce tableau une œuvre résolument moderne. Si à droite les ouvriers mangent, au centre ils travaillent et se lavent à gauche. Les cyclopes modernes est construit en 3 parties distinctes, correspondant à 3 temps de l'activité des travailleurs représentés simultanément dans le même espace. Le peintre s'attache aussi au rendu des taches de lumière provenant du foyer central, auquel font écho un deuxième foyer en arrière-plan et des verrières au fond de l'atelier. Lorsque Menzel peint les cyclopes modernes, il existait déjà des tableaux ayant pour sujet le travail manuel, mais pas nécessairement en relation avec l'industrialisation. Quelques peintres, cependant, commençaient à s'attacher à la représentation des lieux industriels. La Forge est le premier tableau de grande dimension, conciliant l'héroïsation du travail manuel et la représentation d'un lieu de production industrielle. C'est vers la fin de sa vie, au moment même où Menzel, au fait de sa gloire, semble le plus habité par la névrose du vrai, terme selon lequel le critique français Edmond Duranty a défini son œuvre, qu'il commence à exposer et vendre ses tableaux de jeunesse, quelquefois inachevés, et d'une facture totalement différente de celle qu'on lui connaît. Les dernières années de sa vie, Menzel arrête de peindre et adopte une technique de dessin extrêmement élaborée, des dessins-peintures. Ces dessins renouent avec ses œuvres de jeunesse des années 40 par le thème traité, l'environnement intime, quotidien. La facture est nouvelle, on sent le métier du vieux peintre et de l'excellent dessinateur transparaître à travers ce style. Des zones entières des dessins sont uniquement suggérées. L'infatigable travailleur s'endort à présent partout où il se trouve lorsque la fatigue le surprend. Il se réveille brutalement pour reprendre inlassablement ses crayons. Chaque année me semble courir plus vite qu'un mois, et ma dernière heure est devant ma porte. Jedes Jahr ist für mich wie immer einen Monat kürzer. Die letzte Stunde ist vor der Tür. Adolf von Menzel, Berlin, le 31 décembre 1904. Menzel meurt un mois plus tard, le 9 février 1905. Il a 89 ans. Il laisse derrière lui une œuvre considérable d'environ 400 toiles et peintures sur papier
et de presque 10 000 dessins. Son gigantesque travail s'est longtemps décliné sous 2 registres, l'officiel et le secret, qui ont fini par se rejoindre pour n'en faire plus qu'un à la fin de sa vie. C'est bien lui, l'artiste officiel, qui a su imposer sa vision personnelle dans la peinture académique. C'est bien ce même homme, l'initiateur de la modernité dans la peinture allemande. Nous étions en présence d'un remueur de monde.